Le premier qui consisterait à encourager le développement des liens entre la recherche, l'université et l'entreprise, un petit peu sur le modèle anglo-saxon. Deuxièmement, on pourrait, je crois, aisément imaginer un fonds européen pour développer le capital risque. Dans les domaines de l'innovation, les problématiques sont mondiales et donc en tout cas beaucoup plus européennes que nationales. Et un tel fonds serait utile et viendrait pallier à certaines insuffisances locales dans ce domaine. Une harmonisation des politiques d'incitation fiscale. On a observé des écarts extrêmement importants, une fiscalité très favorable à l'investissement dans les PME innovantes en Grande-Bretagne, par exemple, qui a conduit à des résultats extrêmement favorables, beaucoup moins en France et dans d'autres pays. Et on pourrait également appeler de ses voeux le développement d'un grand marché boursier des entreprises de croissance. Et quant à la compétitivité des pays européens dans les domaines très exposés à la mondialisation, je dirais, au lieu de subir la délocalisation et de ramer derrière tel ou tel licenciement, il me paraîtrait intéressant, et c'est une des pistes qu'Antoine avait évoquées, finalement de regarder une stratégie de filière en essayant, à partir finalement d'un audit de nos avantages compétitifs dans la mondialisation, de déterminer, de choisir les filières et de concentrer les efforts sur un petit nombre de filières, contrairement par exemple à ce qui a été fait en France avec les pôles de compétitivité qui relevaient plus d'une politique de saupoudrage. Le dernier commentaire, c'est que je pense que des grands projets industriels seraient une façon de relancer l'Europe de façon pragmatique, concrète, avec 2, 3, 4 pays concernés. Un des grands défis de la construction européenne des prochaines années, c'est de rendre compatible cette politique de la concurrence, ou la politique de la concurrence telle qu'elle est menée, avec le souci de fortifier, de développer et de fortifier des champions européens qui soient compétitifs à l'échelle des marchés mondiaux. Cette politique de la concurrence n'est pas contestable dans son principe. Elle l'est, je crois, dans la façon dont elle est appliquée par la Commission, qui a tendance à privilégier de manière quasi exclusive les notions de part de marché dans des marchés qu'elle définit elle-même, comme les marchés pertinents, qui sont souvent des marchés relativement étroits, alors que d'autres philosophies de politique de la concurrence élargissent ces principes à des concepts plus larges, et notamment ceux de l'intervention possible, de l'entrée possible d'autres intervenants sur des marchés, même quand ces intervenants ne sont pas existants, ce qui est beaucoup plus conforme à la réalité de la mondialisation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour essayer de faire en sorte que, bien loin d'être opposées, la politique de la concurrence et la politique de soutien à des champions européens soient complémentaires? Je crois que ça demanderait de la part de la Commission, effectivement, de faire preuve d'un petit peu à la fois de pragmatisme et d'audace. Moi, je serais assez tenté de dire que pour être pragmatique et réaliste, il faut que dans le cadre même de la politique de la concurrence, on accepte qu'il y ait des exceptions. Qu'il y ait des exceptions pour raisons stratégiques, si j'ose dire. Et qu'en quelque sorte, on essaie, ce faisant, de combiner et de rendre complémentaire une politique de la concurrence qui reste nécessaire dans quand même un certain nombre de secteurs, avec cette exigence de soutien à des secteurs qui vont être, ou des entreprises qui vont être déterminantes pour le futur des citoyens européens. Sachant que entre la définition des projets qui vont être soutenus par Bruxelles n'est pas encore complètement évidente, les formes de cette intervention non plus, est-ce que ça va impliquer dans quelle mesure la BEI ou pas mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des très fortes chances que ces mesures ne produisent un effet
quand le canon aura singulièrement refroidi. C'est-à-dire que si c'est entre la décision d'accélérer les grands projets d'infrastructure et le moment où le premier coup de pioche va employer le premier ouvrier au percement du tunnel sous les Alpes, il va se passer un peu de temps. Donc je pense qu'on est sur des actions qui ne sont pas exactement un plan d'ensemble. Je crois que quand on regarde ce qui se passe en ce moment et quelles sont les actions nécessaires, on a vraiment envie que les mesures telles qu'elles sont prises aient un effet le plus rapide possible. Quand je regarde les principaux indicateurs d'activité économique, qu'il s'agisse le nombre de prêts hypothécaires partout en Europe, on est sur des diminutions qui sont plutôt de l'ordre de 30 à 40% sur les 2 derniers mois, et qu'on voit partout en Europe des réductions d'activité extrêmement brutales. Alors, quelles leçons en tirer? Je pense que c'est quelque chose d'inédit par son ampleur. Il y a une vision optimiste qui est que comme l'ajustement est très rapide à la baisse, il peut être aussi très rapide au redémarrage, parce qu'à un moment donné, il faudra bien reconstituer des stocks et faire redémarrer l'activité. Mais je ne suis pas certain que les mesures telles qu'elles sont aujourd'hui envisagées soient d'ampleur suffisante si on était dans un scénario vraiment très négatif.